Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review quasiment hebdomadaire des chapitres de One Piece. Aujourd'hui on va s'attaquer au chapitre 1130, si je me gourre pas dans le chiffre. Je me trompe rarement ces derniers temps, je dis à chaque fois que je me trompe, mais en fait quand tu fais bilan, je me suis pas tant trompé que ça. Donc 1130. Mais avant, petit instant autopromo comme d'habitude. Arena, tome 5 est disponible en librairie, la version en tome relié de ma série de webtoon dessinée par Clarity et scénarisée par moi-même. Le tome 5 sort aux éditions Vega. Ouais, ça a changé de nom, c'était Vega Dupuis, maintenant c'est Vega. Voilà, le tome 5 il est tout beau, il est tout chaud, franchement je l'ai relu, j'ai fait putain c'est moi qui ai écrit ça, trop bien, le dessin trop bien, édition trop bien. Ce tome 5... c'est la première partie de la saison 3 qui est encore inédite sur les plateformes de diffusion de Webtoon. Donc si vous suivez la série jusqu'à maintenant, allez-y. Et si vous voulez découvrir la série, vous pouvez la découvrir aussi gratuitement sur l'application Webtoon. La Webtoon, j'ai envie de dire le Webtoon classique, hein, l'application avec le logo vert que tout le monde connaît. Voilà, où la série est disponible depuis quelques semaines. Voilà, donc là, il y a toute la saison 1 qui est diffusée. Après, là sera la saison 2, après la saison 3, et ainsi de suite. Hein. Je sais pas combien de saisons il y aura, mais bon, on verra bien. Bref, le lien est dans la description, un commentaire épinglé si j'ai fait mon taf. Voilà, maintenant, place à la review. Oui. Bon, j'ai envie de te dire, à la lecture de ce chapitre 1130, et ben voilà! Et ben voilà! Tu nous as fait peur, Oda, là. On s'est tapé 3-4 chapitres, on disait, mais qu'est-ce qu'il nous fait, ce bâtard? Et là, je dis oui! C'est bon, c'est ça qu'on voulait, en fait! Est-ce que c'était compliqué? Pourquoi tu nous emmerdes avec tes Lego de merde? On s'en fout! Voilà, fais-nous voir Elbaf! Et alors, on voit Elbaf! Là, il se passe des trucs intéressants. Là, il y a du suspense qui a du sens. J'en ai rien à foutre de théoriser sur un mec qui a une tête de cerf pendant 3 plombes. On l'a tous fait. Pour au final nous dire, bah non, il aimait bien jouer au Lego. Putain, ta gueule. Bon, bref. Passer cette intro très étrange de l'arc Elbaf, qui va certainement payer à un moment donné, hein, on verra. Hein, je l'espère, en tout cas, parce que avoir fait tout ça juste pour se faire un kiss si vous voulez dessiner des Lego géants, bon... Voilà, hein, ça fait, il a poussé le délire assez loin pour pas grand-chose. Donc j'espère que ça paiera à un moment donné, cette histoire. Là, on découvre enfin Elbaf. Là, on a du dépaysement. Là, on voit l'échelle du bordel. On se dit, c'est immense. On découvre des géantes, même. Alors évidemment, les géantes, moi, je me serais attendu à des Big Mom. Bah non, il nous fait des namies géantes. Voilà, bon. on peut. Parce que ça, c'est un délire, hein. Hiro Mashima. On lui dit, oui, tes personnages ont tous la même gueule. Et tout le monde dit, ouais, c'est vrai. Oda, on lui dit jamais rien. Alors que 99% des personnages féminins ont la même gueule que Nami. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Bref. Et donc, évidemment... voilà, les géants, c'est des gros bonhommes, et les bonnes femmes, bah, c'est des bonnes femmes, quoi. Bref. Donc, on découvre un petit peu cette île d'Elbaf, ce royaume d'Elbaf. Est-ce qu'on peut même parler de continent? Parce que c'est une île à l'échelle des géants. Donc, c'est à l'échelle d'un humain, c'est un continent, le bordel. C'est super, c'est énorme, en fait. Quand on voit la double page de fin, où tu vois la taille du truc, tu fais « Oh !» Bon, évidemment, on reste dans cette inspiration viking aussi au niveau de l'univers, même au niveau du vocabulaire. Hein. Ouais, il faut prévenir le Jarl, oui, Loki, le roi Harald, tout ça. Bon, des références qu'on a tous, évidemment, qu'on a un peu bouffé ces dernières années au niveau de Viking, que ce soit avec Vinland Saga, les séries Viking, le MCU même. On a bouffé de la mythologie viking, God of War, tout ça, donc on connaît, ça risque d'être... J'avais un peu peur que ça soit pas si dépaysant que ça, mais vu ce qu'il semble en faire, en tout cas visuellement, Oda, avec ce côté, cet aspect gigantisme, tout ça, je trouve ça plutôt... Finalement, il y a des chances que ça soit un petit peu rafraîchissant. On va voir. Alors, est-ce qu'il va vraiment s'inspirer à fond de la mythologie nordique pour les ressorts de cet arc Elbaf? On verra. Bon, déjà, on sait que le mec, ils ont eu un problème. C'est pour ça qu'il y a le vieil équipage des géants qui est venu aider Luffy, alors qu'on aurait pu s'attendre à que ce soit l'équipage de géants qu'on prêtait, le nouvel équipage des géants qui a prêté allégeance à Luffy, avec Arujlin. Je vais dire Arujlin. J'ai oublié son blast. C'est ça. Je sais que c'est ça, je suis pas loin, mais Adrujlin, je sais pas prononcer. Casse pas les couilles. Voilà, bref. Mais en fait, non, c'était l'ancien équipage des géants. En fait, c'est eux qui sont venus parce qu'en fait, ils étaient occupés sur l'île parce qu'il y a le fameux Loki. Alors, apparemment, tout le monde avait l'air de savoir c'était qui le Loki.
Et là, j'ai dû attendre, mais j'ai encore raté un truc. Pareil, est-ce que l'épisode d'avant où tu vois Rod, je dis, mais attends, mais c'est qui ce bâtard? En fait, il était passé dans un interchapitre il y a 25 tomes, tu vois. Je me dis, putain, ils vont encore nous faire le coup, c'est qui ce bâtard de Loki? J'ai jamais entendu parler, tu vois. Et en fait, il serait apparu vite fait en silhouette dans un flashback pendant l'arc Whole Cake Island. Donc ça date! Et surtout que c'est l'arc préféré d'à peu près personne. Donc, moi, j'ai pas beaucoup aimé. Donc j'ai fait, putain, mais... Putain, ça va faire 3-4 ans que je lis One Piece de manière assidue. J'ai jamais entendu parler de ce bâtard. D'où il sort? Donc bref, il avait déjà été référencé avant, mais bon, voilà, bref. Donc on a ce personnage de Loki qui apparemment s'était échappé et faisait des méfaits, et apparemment il est tellement dangereux et balèze qu'il y a tous les guerriers d'Elbaf qui ont dû se mettre sur sa gueule pour réussir à l'arrêter. C'est pour dire que le gars doit être très fort de chez balèze pour le coup. Il y a le côté traître, le côté félon, le côté ambitieux, le côté fils... bon, je sais pas si c'est un fils légitime ou pas, mais en tout cas, il y a le côté second fils qui veut voler le trône, ou en tout cas le fruit légendaire qui appartient à la famille royale d'Elbaf. Bon, déjà, on apprend que, ou alors peut-être que c'est une info qui avait déjà été donnée et que j'ai oublié, c'est possible aussi, que les géants aussi peuvent avoir des fruits du démon. Alors, c'est évident qu'ils peuvent avoir des fruits du démon, mais je crois pas qu'on ait déjà croisé de géants avec un fruit du démon, pour le coup. Je n'en ai pas souvenir, en tout cas. Donc si je me trompe, vous me direz, hein, les One Piece, vous pourrez me dire plus en détail si je me trompe. Donc il y a un fruit du démon légendaire qui se transmet apparemment de père en fils dans le royaume d'Elbaf. Alors comment ils font pour transmettre un fruit du démon? Par contre ça m'intéresse, parce qu'il me semblait que quand tu mourais, le fruit du démon réapparaissait quelque part. Et là apparemment il y a moyen de récupérer le fruit. Donc ça m'intéresse aussi. On va voir. Puis après, tu dis fruit du démon, est-ce qu'il va avoir un rapport avec les pommes d'or dans la mythologie nordique? Parce que c'est de ça que tirent les As dans la mythologie viking. Ils tirent un peu leur immortalité, le fait qu'ils bouffent des pommes d'or. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Est-ce que du coup on va faire par extension un rapport avec les fruits du démon? Ça pourrait être super intéressant. Donc ce Loki, on le découvre. Bon, le design est méga stylé. Voilà, on va pas se mentir. C'est champ max. Tu fais ah, ça c'est stylé comme design. Là, ça pète des culs, là, y a pas de problème. Donc, est-ce que ce mec-là va vraiment être un méchant? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que c'est bizarre, parce que si c'était réellement un ennemi, je vois pas pourquoi le fils serait allé le voir comme ça en mode... il doit y avoir une explication. Je pense que ça va être ça le retournement de situation, c'est qu'en fait le Loki c'est la victime et pas forcément le méchant, ou alors c'est vraiment le méchant, ou je sais pas, mais c'est bizarre que Luffy va le voir directement. Voilà, donc qu'est-ce qu'on veut nous raconter dans cette histoire d'Elbaf? Je ne sais pas encore, mais en tout cas là c'est bon, je suis intrigué. Là, il a fait 3-4 chapitres que je me faisais chier. Là ça m'a réveillé. Je suis oh, il va se passer un truc là. Là, il va se passer un truc. Là, ça va casser des culs. Il va se passer un truc. Là, je suis bon. Là, ok. Là, je dis oui. Oui. Bon, et sinon, on a un petit tour aussi sur le navire des géants de base, hein, les OG, hein, équipage des géants. Et là, ils disent, bon, on arrête les recherches. De toute façon, ils sont toujours vivants, on le sait. Je sais pas trop comment ils le savent, les vieux regards, j'en sais rien. Ils sont toujours vivants, ils vont nous rejoindre à Elbaf. Voilà. Et là, un nouveau mystère qui se pointe. Ils voient le journal qui sort. Les deux géants, maintenant, ils ont une prime de bâtard parce que, voilà, ils ont arrangé les événements à la sauce de la marine pour dire que c'est les géants qui ont détruit Egghead. Et c'est Luffy qui a tué Vegapunk, alors qu'en fait, bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais on va dire que c'est ça qui s'est passé aux yeux du public pour garder un peu la face. Et du coup, ils ont une prime, laisse tomber 1,8 milliard chacun, sachant qu'à la base, ils avaient 100 millions. Et déjà, à l'époque, c'est pour ça que dans One Piece, les chiffres, ça veut plus rien dire. Hein. À l'époque, quand ils ont dit, on était recherché pour 100 millions, on était là, oh, 100 millions, les bâtards, tu vois. Et en fait, maintenant, 100 millions, tu dis clochard. Tu sais, c'est un peu comme dans Dragon Ball. Parce qu'encore une fois, pour moi, le système de primes dans One Piece, même si c'est pas corrélé à la puissance totalement, c'est un peu l'équivalent des scooters dans Dragon Ball. C'est-à-dire que quand on voyait Gohan qui s'énerve, Raditz qui fait « j'ai une puissance de 1200 » et Piccolo une puissance de 400, tu fais « oh putain, il est trop balèze !» Après, tu vois Gohan qui s'énerve, il a une puissance de 4000, tu fais « oh !» Je crois que c'est 4000, je crois. Il fait « oh, il est trop balèze !» Après Goku, il revient, on dit plus de 8000, il fait « oh, 8000 !» Après, t'arrives à Freezer, 150 000, il fait « ah d'accord !» Ça n'a plus aucun sens. Donc l'échelle, si on devait prendre les unités de puissance de Goku aujourd'hui, ça se compterait en milliards aussi, ça n'aurait plus aucun sens. Bah là c'est pareil, 1,8 milliard, ouais, c'est beaucoup, mais bon, on a tellement vu de chiffres que c'est plus si impressionnant en fait. Bref, parenthèse mise à part. Et donc il voit le journal, et puis il y a une photo de Luffy en Gear 5, en guerrier de la libération, et puis Robin a fait « dis donc, c'est quoi cette marque qu'il a sur le bras? Vous avez déjà vu quand il se transforme qu'il ait cette marque là? Et l'autre font bah non, il bouge tellement qu'on voit pas. Et Robin fait ah mais il me semble avoir déjà vu cette marque quelque part.
Et bah, on s'est tous souvenus de... Bah, en fait, c'est la marque qu'ils avaient fait pour dire adieu à Vivi à l'époque. Et aussi pour savoir s'ils étaient les vrais ou pas, quand il y avait... comment il s'appelait? Ah, le mec, là, le Travelo, là, qui se transforme en tout le monde. Pour être sûr que c'était bien eux, ils se faisaient une croix sur la main, comme ça, ils pouvaient montrer la croix, ils montraient que c'était les vrais, et ils avaient gardé ça à la fin pour faire un clin d'œil à Vivi. Et du coup, je dis, ah ouais, c'est peut-être ça. Puis du coup, je suis même allé voir les anciens chapitres pour voir, mais attends, mais il avait pas de croix sur la main, ce con, toi. Et il avait pas de croix sur la main, donc je me dis, mais c'est quoi? En plus, elle dit un truc intéressant, Robin, elle dit, c'est bizarre parce que toute l'image est floue, sauf la marque. Et je dis, tiens, allons voir ce qui se dit. Et il y a une théorie qui circule, que je trouve vachement pertinente, pour le coup, et je le dis, c'est pas ma théorie, voilà, je l'ai vu vraiment... je l'ai vu sur Twitter, pour pas vous mentir. J'ai tapé One Piece 130 sur Twitter, et j'ai vu cette théorie, donc je l'ai trouvée intéressante, donc je vous la partage. Certainement que vous l'avez déjà vue ailleurs, hein, j'imagine. En fait, ce serait Vivi qui aurait trafiqué l'image pour envoyer le signal au chapeau de paille qu'en fait, elle est toujours vivante, parce que eux auraient la ref. Et je dis ça, mais oui, c'est certainement ça en plus. Là, pour une fois, c'est une théorie qui a du sens, que je trouve brillante, qui fonctionne bien. Là, je dis oui, si c'est ça, c'est sûrement ça, parce que ça, en fait, tu dis mais oui, en fait, c'est évident. Et Robin, Franky et les autres ne s'en rendent pas compte de ça, parce qu'ils n'ont pas connu Alabasta, ils n'ont pas connu Vivi, en fait. Donc c'est intéressant, et là ça a du sens que les chapeaux de paille soient séparés, ne serait-ce que pour cette révélation qui arrivera bien plus tard, où eux, quand ils vont voir tout de suite la photo, ils vont se dire, mais en fait, c'est un signe de Vivi, ça veut dire qu'elle est vivante. Même Luffy, con comme il est, il va reconnaître le truc. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Là, on revient aux vraies affaires. C'est pas, oh, on est dans un monde de Lego, nanana, c'est bon, ça nous a saoulé. Mais regardez, je n'en démordrai pas de cette histoire, hein. Parce qu'il y en a, ils continuent d'insister avec ça. Regardez sur cette scène, Nami elle a un short et la scène d'après elle a un tutu. Du coup, Oda fait exprès de croire qu'en fait ils sont dans une illusion. Ah, mon cul, il s'est trompé dans son dessin, c'est tout. Hein. Voilà, je reste là-dessus hein, parce qu'on en a toujours pas parlé. Hein. Il y en a qui sont encore venus la semaine dernière pour me dire oui, ou la semaine d'avant, je sais plus, oui, mais non, mais c'est toujours possible. Ta gueule, c'est pas possible. Bref. Je sais plus ce que je voulais dire avec ces conneries parce que là, je suis parti en couille là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bref, on revient dans l'aventure, on revient dans la découverte. Voilà, pour le coup, on a un truc qui fait du sens, où on semble avancer. On nous donne des pistes de réflexion, des pistes d'interrogation. Ça, j'aime bien. On a eu cette petite parenthèse très très chelou. Et là, on retourne aux affaires. Ça fait plaisir, même s'il y a énormément de choses encore à découvrir, j'imagine. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire un délire avec le Ragnarok? Très certainement, hein. Vu qu'on dit que si Loki se libère, il va détruire le monde, il va y avoir un délire de Ragnarok. Peut-être même que ça va se... Bon, alors Ragnarok, je rappelle que c'est l'apocalypse selon la mythologie nordique. Avec un loup qui mange la lune et un serpent géant et des conneries comme ça. Bon, on va voir, peut-être qu'ils vont réussir à mélanger ça avec la prophétie de Vegapunk qui dit que le monde va couler une fois de plus. Je suis très curieux de voir comment ils vont gérer ça. Voilà, quels sont les pouvoirs de ce personnage de Loki, qu'est-ce qu'il fait de spécial, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il m'a là, ça peut être intéressant aussi, on va voir. Voilà, oui. Bref, tout ça pour dire que je suis content d'enfin retrouver un chapitre normal et lisible, hein, quand même, parce que les derniers chapitres n'étaient pas très lisibles. Là, c'est lisible, c'est clair, c'est compréhensible, on avance, on découvre des trucs, voilà, c'est ça qu'on demande. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. C'est bien l'originalité, hein, mais reste tranquille. De temps en temps, reste tranquille, parce que là, ça part un peu trop en couille pour moi, bref. Donc, un chapitre bien engageant, bien stylé, et j'espère que la suite d'Elbaf sera au moins du même acabit. Là, on est sur la bonne pente, là. J'ai eu très peur pour les chapitres précédents. Là, c'est bon, on est reparti, là. Là, on est reparti, on est bien. Bref, bon, j'ai cru comprendre qu'il risque d'avoir une pause dans le manga aussi, parce qu'il va s'occuper de la saison 2 du live action. Donc on verra combien de temps durera la pause, mais en tout cas, hein, une pause bien méritée. Et peut-être même nécessaire, hein, vu les derniers chapitres tellement ils nous ont fait peur. Peut-être que le père Oda a besoin d'une petite semaine de vacances, même s'il va bosser, hein, mais une petite semaine de vacances ou deux, ça lui ferait pas de mal. Hein, voilà. Et nous, ça nous fera du bien aussi. Surtout, il y a Togashi qui est revenu, là, donc il y a une espèce de... Voilà, ils font en intermittence entre les deux, j'en sais rien. Je raconte n'importe quoi. Bref, vous me dites comme d'habitude ce que vous avez pensé de ces chapitres en commentaire. S'il y a des choses que j'ai pas évoquées dans le review, n'hésitez pas à me les rappeler. Hein, ça me permet de m'enrichir un peu ma culture One Piece, hein, c'est important, c'est un échange aussi, hein, c'est ça, voilà. Mettez un pouce bleu, un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.